Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Ilios Kotsou, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles, cofondateur d'Emergence et docteur en psychologie. Ilios Kotsou, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir, la fois passée, nous avions abordé la thématique de l'éloge de la lucidité, votre livre paru aux éditions Robert Laffont, mais j'aimerais quand même revenir un petit peu sur le chapitre 8 de votre livre qui aborde la question de la douceur envers soi. C'est... En quoi ça consiste exactement, cette douceur envers soi? J'en ai fait un chapitre, je trouvais que c'était vraiment un élément extrêmement important. Si on regarde notre société, on peut se rendre compte que par bien des côtés, elle est très compétitive. Et cette compétition, elle nous propose d'être le meilleur, mais nous sommes le meilleur uniquement parce que d'autres sont moins bons que nous. On ne peut être le premier, et d'ailleurs il ne peut y avoir qu'un ou une première, que par rapport à tous les autres qui ne sont pas les premiers. Et donc ça amène une situation où nous sommes continuellement en train de nous évaluer, de nous juger et de juger les autres. Et ça amène un très grand nombre de fragilités. Pourquoi? Parce que le sentiment de notre valeur, plutôt que d'être quelque chose d'intrinsèque, qui est déposé en nous, il va dépendre de la vision, de notre image, qui va être rapportée par les autres. Et donc, si les autres ne nous renvoient pas l'image que nous désirions, ou l'image qui est socialement valorisée, une image, entre guillemets, de gagnant, de quelqu'un qui a réussi, et ce point-là s'adresse aussi à notre apparence physique. Aujourd'hui, il y a une prescription au niveau de l'apparence physique, ce à quoi un homme, et particulièrement une femme, devrait ressembler. Et même là, si déjà là, pour quelque chose pour lequel nous ne pouvons rien, nous ne ressemblons pas à ce à quoi nous devrions ressembler, ce sera déjà une atteinte au sentiment de notre propre valeur. Et ce qui va nous rendre éminemment fragiles, et puis nous rendre aussi très... On va être beaucoup plus à risque d'être manipulés par des personnes qui vont pouvoir toucher tous ces éléments sur lesquels nous mettons notre identité et qui, en manipulant, en jouant avec ces éléments-là, nous feront faire des choses que nous serions à même de regretter par la suite. Et donc, quelle serait l'alternative à cette attitude d'exigence, puisque en nous comparant continuellement, nous devenons davantage exigeants avec nous-mêmes, durs. Si nous sommes perfectionnistes, c'est encore pire. Et on sait aujourd'hui que cette attitude de grande exigence et de dureté envers nous-mêmes peut nous mener, même en tout cas favoriser, le burn-out et la dépression. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ce besoin que les gens ont, quelque part de la crainte de ce qu'ils vont penser, vont faire qu'on ne va pas être bien, tant que, parce qu'on ne rentre pas tout à fait dans la ligne du parti, etc., et que même à 50, 60 ans, on reste quand même toujours dans la crainte du qu'en dira-t-on. C'est qu'on a été construit sur cette forme de valeur extrinsèque, c'est-à-dire notre valeur dépend du regard des autres et de la comparaison qu'on va faire par rapport aux autres. Et bien sûr qu'autour de nous, des personnes qui ont voulu faire du mieux qu'elles pouvaient, mais nous ont emmenés par des choses toutes simples, à nous faire dire « je t'apprécie si tu réussis bien à l'école ». Alors même si ce n'est pas dit avec des mots comme ça, lorsque l'appréciation en étant enfant que nous avons reçue dépendait du fait d'avoir réalisé quelque chose, ça construit cette forme d'évaluation extrinsèque. Alors que peut-être ce qui est davantage stable, c'est lorsque nous pouvons sentir que nous sommes une personne, un homme, une femme qui a une valeur, quels que soient les comportements, surtout lorsque nous ne sommes pas à la hauteur, surtout lorsque nous avons échoué. Ça ne veut pas dire ne pas reconnaître que nous avons fait une erreur, mais c'est reconnaître clairement, tout en pouvant avoir ce sentiment que nous avons de la valeur, que notre vie vaut la peine d'être vécue indépendamment des succès et des échecs de l'existence. Et donc, ce qui peut nous amener à cette plus grande forme de stabilité intérieure, c'est ce qu'on appelle la douceur envers nous-mêmes, ce qui est traduit de l'américain souvent par auto-compassion, self-compassion. Et donc, ce serait cette capacité à pouvoir avoir une attitude amicale, on va dire. Ce serait comme entrer en amitié avec soi-même. Une bonne question à se poser, c'est comment traitons-nous un ami, une très bonne amie, lorsque cette personne vit des moments difficiles, lorsque cette personne a fait quelque chose dont il ou elle a honte, lorsque cette personne a le sentiment de ne pas être à la hauteur. Comment le ou la traitons-nous? Est-ce que nous allons la juger, la moraliser, la culpabiliser? Je ne le pense pas. Bien souvent, ce que nous faisons en tant que bon ami, c'est nous allons l'écouter, nous allons la soutenir, nous allons simplement être bien souvent là pour l'accueillir dans ce qu'elle a à nous partager et peut-être l'encourager, la réconforter. Et puis la deuxième question à nous poser, c'est comment nous comportons-nous avec nous-mêmes lorsque nous avons ces moments, lorsque nous sommes en échec, lorsque nous avons échoué, ainsi de suite. Et ça serait commencer à nous traiter de la même façon. Entrer en amitié avec soi-même, c'est nous traiter
comme nous aimerions traiter notre meilleur ami. Et c'est rarement le cas. La chercheuse qui est à la base de ses recherches sur l'amitié envers soi-même, qui s'appelle Christine Neff, nous dit que cette attitude, elle a 3 composantes. Alors, la première composante, c'est de pouvoir observer sans jugement, en pleine conscience, en fait, tout ce qui nous arrive à l'intérieur lorsque nous sommes en difficulté. Comment pouvons-nous observer et accueillir ces émotions compliquées, difficiles? La deuxième composante, ça serait de nous traiter avec gentillesse et avec douceur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a observé tout ça sans jugement, est-ce qu'on peut se traiter soi-même avec gentillesse et douceur, plutôt qu'avec exigence, brutalité, et ainsi de suite. Et la troisième composante, c'est ce qu'on appelle la commune humanité, et c'est nous rendre compte que nous partageons ces vulnérabilités, ces fragilités, avec l'ensemble des êtres humains, que nous ne sommes pas seuls. Au fond, ce qui nous connecte aux autres, ce n'est pas nos succès, ce n'est pas notre gloire, mais c'est justement cette fragilité, c'est justement ces vulnérabilités. Et donc en cela, ces fragilités, ce sont nos forces. C'est ce qui nous rend profondément humains. Et c'est une force uniquement lorsqu'elles sont assumées, lorsque nous pouvons les reconnaître et en prendre soin. Il y a un chanteur et un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Leonard Cohen qui dit « En toute chose et en chacune d'entre nous, il y a une fêlure. Et c'est par là qu'entre la lumière. C'est par là qu'on peut éclairer le plus beau de nous-mêmes et le plus beau de ce qu'il y a en les autres. » Vous rejoignez un petit peu, excusez-moi de ramener ça à ma discipline, mais vous rejoignez un petit peu Saint Paul quand il dit « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Exactement. Et je crois que non seulement ça rejoint cette très belle citation de Saint Paul, lorsque je suis faible et que je l'assume, ça me connecte à cette humanité, et c'est là que je deviens quelque part presque invulnérable, puisque je ne suis plus dépendant de l'extérieur. Je peux prendre soin de cette fragilité. Et puis, il y a une autre, je pense, citation que vous connaîtrez beaucoup mieux que moi, qui nous propose de traiter les autres comme nous nous traitons nous-mêmes. La règle d'or qu'on trouve dans toutes les religions, philosophies du monde. Oui. Exactement. Et donc, si je ne suis pas capable de me traiter avec douceur, comment vais-je traiter mon environnement, les gens que j'aime, mais même les autres avec douceur? Puisque les comportements, même les comportements violents, je pense qu'ils sont bien souvent l'expression malheureuse d'une incapacité à reconnaître nos propres besoins et valeurs et en prendre soin. Et donc, ne serait-ce pas charité bien ordonnée, celle qui commence par soi-même, qui serait de pouvoir reconnaître ce qu'il y a en moi, reconnaître ce qu'il y a même de douloureux en moi et en prendre soin. Vous savez, les personnes qui construisent les avions ne sont peut-être pas les plus grands philosophes, et pourtant, dans chaque avion, à chaque fois qu'on s'assied dans un avion et qu'il y a l'hôtesse ou le steward qui va commencer à nous expliquer les règles de sécurité, ne nous disent-ils pas, si à un moment la cabine est dépressurisée et que tombe le masque à oxygène, si vous êtes quelqu'un non seulement d'intelligent, mais en plus de généreux, ce n'est surtout pas sur le visage de l'enfant ou du parent ou du conjoint qu'il faudrait mettre le masque. Ça serait une très mauvaise idée. On vous dit, mettez le masque à oxygène d'abord sur votre propre visage. Et alors là, vous serez capable peut-être, et on le souhaite bien sûr, de prendre soin des autres. Et donc même là aussi, c'est une invitation à prendre d'abord soin nous-mêmes, non pas par égoïsme, bien sûr que non, juste par cette forme d'intelligence éclairée qui fait que c'est en prenant bien soin de nous-mêmes que nous prendrons mieux soin des autres. Et c'est aussi reconnaître que nous-mêmes et les autres, nous ne sommes pas séparés en réalité. Il y a vraiment cette forme d'interdépendance, il y a ce lien entre nous et les autres. Et donc, en prenant soin de nous, nous prenons soin des autres, et vice-versa. Mais justement, pour pouvoir prendre soin de soi, est-ce que quelque part, il ne faut pas avoir pris conscience que d'autres ont pris soin de nous aussi? Oui. Quand même, que c'est dans la relation que ça se vit. Tout à fait. C'est dans la relation que ça se vit. Et je crois que c'est une très belle manière de commencer. C'est prendre conscience de tous les bienfaits que nous avons reçus des autres. Et lorsque nous pratiquons, dans la forme de méditation, par exemple, cette forme d'amour bienveillant, il y a ces différentes phases, dont celle que vous citez. Une première phase, ça serait prendre conscience et se rappeler de quelqu'un qui a pris soin de nous. Et parfois, c'est difficile parce qu'on ne se souvient pas, mais alors ça pourrait être juste se rappeler d'une image, de quelque chose qui représente pour nous cette forme d'amour inconditionnel. Ça peut être même un animal, quelque chose. Et ça peut nous permettre déjà de ressentir en nous cette forme de bienveillance inconditionnelle. Et puis, peut-être de l'adresser aux personnes qui sont importantes pour nous, ça va être le plus facile, les gens proches, ceux que nous aimons. Et bien souvent, pour la plupart d'entre nous, nous l'adresser à nous-mêmes est quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est intéressant, que de pouvoir l'envoyer aux gens qui sont proches de nous. Et une étape supplémentaire, évidemment, c'est comment pouvons-nous inclure dans cette intention de bienveillance des personnes qu'on pourrait appeler neutres. Par exemple, la caissière du supermarché. C'est tellement intéressant le jour où on se rend compte,
en allant à la caisse, quelqu'un qu'on considère parfois comme étant une caisse enregistreuse avec des bras, qu'il y a un être humain là devant nous, un être humain qui, comme nous, a aussi des douleurs et des joies, qui a aussi des rêves, et ainsi de suite. Pouvoir l'adresser à une personne comme celle-là, et puis après, peut-être même, inclure dans cette intention de bienveillance des personnes à qui nous avons des difficultés. Et là, il ne s'agit bien sûr pas de souhaiter que des personnes qui agissent de manière négative continuent à agir ainsi. C'est bien le contraire. C'est de se rendre compte que c'est uniquement par la guérison intérieure, la guérison du cœur ou de l'âme, comme on pourrait l'appeler, que ces personnes-là pourront se transformer et se comporter de manière plus juste envers nous-mêmes et envers les autres. C'est parce qu'elles se seront réconciliées avec leur propre vie intérieure, leur propre fragilité, leur propre difficulté et leur propre beauté qu'elles pourront agir de manière plus juste envers les autres. Et donc pour moi, il ne s'agit nullement d'une attitude naïve. Bien au contraire, c'est quelque chose de très concret, très réaliste. Et ce n'est pas une proposition de ne pas se protéger, par exemple, lorsqu'on est en contact avec des gens difficiles. Bien sûr qu'on peut le faire, c'est important, mais c'est aussi, si on veut aller plus loin et qu'on veut aller vers une forme de guérison, je pense que c'est par là qu'elle passe, par cette bienveillance. Et cette bienveillance qui est peut-être l'endroit où nous pouvons commencer, c'est en nous-mêmes. De la douceur envers soi-même. Ilios Kotsou, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.